Salut tout le monde, on est très heureux de vous retrouver pour la saison 4 d'Overtime, pour ce premier épisode qui est d'ailleurs le 90e de notre podcast. J'ai fait le décompte spécialement pour un de mes deux comparses de ce soir, pour reprendre les bonnes habitudes pour ceux qui nous écoutent en audio. Je suis Pascal Eberhardt et puis je suis accompagné pour ceux qui nous voient en vidéo de Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Salut Pascal. Tu t'es remis des émotions de la Coupe Mémorial, mon Stéphane? Gentiment, je retrouve le sommeil après 2 mois, mais l'été était court, hein, ça a fini début juin. Je commence à retrouver un sommeil normal. Et puis, puisque c'est une des nouveautés de cette saison, on sera 3 à chaque émission, soit avec un invité, soit avec un autre journaliste de la rédaction de MySports. Pour nous accompagner, Stéphane et moi, c'est Jérôme Bechat. Salut Jérôme. Salut Pascal, salut Steph, salut tout le monde. Et Jérôme, est-ce que tu t'es bien préparé pour cette nouvelle saison qui commence, on le rappelle, mercredi, hein? On va déjà dire à nos auditeurs qu'il ne faut pas oublier que mercredi, il y a un match. Deux dodos. Il reste 2 dodos, comme les gars, on dit aux gamins. 2 dodos, ouais, fin prêt pour la saison, là je suis dans les starting blocks, j'ai hâte, vraiment. Et puis pour garder les bonnes habitudes, on salue dans le chat Anto, Alain, Didier, Lucas, Patrice qui ont déjà écrit quelques messages. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser le chat si vous êtes sur Facebook avec nous pour nous donner vos questions. On va essayer de répondre à un maximum de temps parce qu'il y a quelques nouveautés dans cette émission. Vous avez vu le nouveau générique, les nouveaux graphiques, la nouvelle configuration. Parmi les nouveautés, on est rediffusé ce soir à 20h sur MySports 1. L'émission va donc être limitée dans le temps. On a 60 minutes pour discuter avec vous. Ça, c'est notre plus gros défi. Voilà, ça c'est surtout avec Stéphane à côté de moi. Et puis vous avez l'habitude, ça n'a pas changé, rediffusion dès la fin de l'émission sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube pour la version vidéo et puis en version audio sur Spotify, Apple Podcast et SoundCloud. Et puis puisque j'ai parlé de MySports 1, on va aussi déjà vous donner ce qui suit pour ceux qui nous regardent ce soir à 20h. Il y aura les meilleurs moments de la 4e journée de la Champions Hockey League. Ce sera les matchs de samedi et de dimanche en magazine proposés par la compétition européenne. Et puis la dernière nouveauté qu'il faut voter, Stéphane, hein, t'as vu en arrivant, t'as fait waouh, en arrivant, on a un décor. Ça va évoluer aussi, hein. On n'a pas encore reçu tous les maillots, on n'a pas encore tout reçu ce qu'on voulait mettre, mais il y aura quelques évolutions et le but c'est à la fin de la saison que vous repartiez avec les maillots bien évidemment. Qui dit émission dit également bien évidemment sommaire. Pour ça, de quoi on va parler? On va reprendre le classement de l'année passée, puis on va repasser en revue les clubs romans, commençant par Genève, où on va s'intéresser au cas Theodor Lennström. Du côté de Bienne, c'est une terre finlandaise, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. À Fribourg, on va plutôt s'intéresser à Lucas Wallmark plutôt qu'aux autres transferts. Du côté de Lausanne, Antti Suomela va être notre focus. Et puis du côté d'Ajoie, on reviendra sur Odette et Jelina qui arrivent en renfort. Et puis je le rappelle, en rajoutant les salutations à Henrik, Georges-Henri et Fabrice que vous pouvez écrire dans le chat si vous êtes sur Facebook avec nous. Vous retrouvez également la description en commentaire épinglé sur Facebook ou dans la description en dessous sur YouTube ou sur vos plateformes de podcast. Si vous êtes sur MySports 1, malheureusement, vous devez nous faire confiance pour ça. Aha. Messieurs, je vous propose qu'on se lance dans ce premier thème de discussion avec Genève Servette. Alors, Genève Servette qui perd Henrik Tömmerneff. Ça faisait 6 saisons qu'il était au club, plus de 300 matchs, 176 points. C'était devenu la grande star sur glace et hors glace, hein, dans le cœur de tous les supporters genevois. C'était la grande star. Il est parti de Genève. C'est Theodor Lennström qui est arrivé. Alors, est-ce qu'il va remplacer Tömmerneff ou pas? Alors, à Genève, on dit plutôt que c'est Vatanen qui va prendre la place de Tömmerneff et que c'est plutôt Vatanen qui va être la star en défense de Genève. Moi, je me dis que Lennström, il ne doit pas se mettre de pression parce que de toute façon, il ne pourra pas faire ce qu'a fait Tömmerneff. Il doit faire ce qu'il doit faire lui et puis on verra bien ce qui va se passer. Je l'ai vu une fois en Champions Hockey League quand j'ai commenté le match contre Kovice. Il a marqué un fort joli but. D'ailleurs, Lennström, je l'ai trouvé très intéressant, mais il n'a pas le même jeu que Tömmerneff. En tout cas, pour les supporters, il ne faudra pas qu'ils s'attendent à un jumeau de Tömmerneff. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs, Pascal et Stéphane, mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils se mettent dans l'optique de le remplacer. Alors je vais y aller avant toi, Stéphane, parce que moi je l'ai pas commenté samedi, en l'occurrence il était légèrement blessé. J'ai discuté avec Marc Gauci pour savoir exactement ce qui s'était passé. C'était de la précaution. Marc Gauci m'a dit avec un grand sourire de toute façon que si ça avait été les playoffs, il jouait le match, hein. C'était plus, voilà, on est contre Rouen, on n'a pas pris de risque avec lui. D'ailleurs, puisqu'on parle de lui, je profite. Moi, je lui ai parlé la semaine passée à la conférence de presse du Genève Servette Hockey Club. Vous retrouvez l'interview d'ailleurs en intégralité sur notre site internet mysports.ch.
petite auto-promo. Ouais, on va pas se priver, c'est ouais, notre podcast, allons-y. On est chez nous, allez, on y va. Justement, il m'a dit, je serai le Theodor Lennström. Et je lui ai dit, c'est quoi être Theodor Lennström? C'est un jeu qui est basé plutôt sur la vitesse, il va prendre des risques offensifs, ça par contre il va falloir s'y attendre. Il est plus, moi je le trouve, si on compare au niveau du jeu, plus dans le style Vatanen que dans le style Tomernes. Donc vraiment, il n'est pas là pour prendre la place d'Henrik Tomernes. D'ailleurs, il m'a dit c'est impossible de remplacer Henrik Tomernes. C'est le meilleur défenseur en Europe sur les 5-6 dernières saisons. Moi, je suis un joueur totalement différent. Et comme tu le disais, Jérôme, je pense que c'est très important que les supporters ne le comparent pas en fait au fur et à mesure des matchs en disant ouais, mais Tomernes il aurait fait ci, Tomernes il aurait fait ça. Non, c'est Theodor Lennström. Il faut accueillir Theodor Lennström dans cette équipe comme un nouveau joueur qui arrive avec ses qualités, ses défauts. Tomernes en avait aussi des défauts malgré tout. On les cherche encore, là, si vous avez des propositions, faites-nous. Je te rappelle que la première saison, on se demandait pourquoi est-ce que c'était Tomernes le meilleur défenseur de Suède. Oui, s'il était la première année, c'est la première demi-saison. On a même remis en question son engagement parce qu'on nous l'avait annoncé. Parce qu'on a souvent en Suisse, on nous annonce souvent les défenseurs, notamment les défenseurs, comme le meilleur défenseur hors NHL. On a dit ça de Lettonen à Zurich, on a dit ça du nouvel étranger de Fribourg, on avait dit ça de Tomernes, puis là, j'ai entendu ça ou j'ai lu ça de Lennström. Ça fait beaucoup de pression. Hein? Il y en a beaucoup. Ils sont plusieurs à être le meilleur défenseur hors NHL. Ça me fait toujours un peu rire. Ça dépend de quoi. Mais Lennström, je pense qu'il va être plus offensif. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que je l'ai très peu vu, donc je veux pas trop juger. Mais c'est quand même un bon gabarit, etc. C'est un gars qui est axé sur l'offensive, bon patineur, peut-être moins complet que Tomernes. Mais c'est un gars, si vous regardez son CV, son parcours, c'est un gars qui jouait dans la Ligue B suédoise jusqu'à l'âge de 22-23. Il s'est fait sur le tard. Donc, il a fait une pige en Amérique du Nord. Pas marché du tout. Et son côté offensif qu'on vante, on le voit que depuis 2 ans, parce qu'avant ça, c'était pas un gars qui avait des gros stats, c'était moins que 5 buts par année. Donc, depuis 2 ans, il est un peu plus offensif, les 2 dernières saisons. Si ça prend ça pour être le meilleur défenseur au monde hors NHL, tant mieux. Mais moi, je pense que faut toujours se garder une gêne. Puis, n'oubliez pas, je le rappelle à tout le monde, tous les nouveaux étrangers qui arrivent dans notre championnat, ils ont toujours un temps d'adaptation. On va leur donner jusqu'à Noël une grosse demi-saison pour sentir le championnat, 1 ou 2 tours, découvrir les patinoires, découvrir la culture, comment ça joue ici, comment ça se passe. C'est beaucoup d'inconnus pour eux. Découvrir les autres équipes aussi, contre qui on joue, c'est qui les meilleurs attaquants, etc. Donc, c'est tous des trucs qui... Tu fais des erreurs quand tu arrives dans un nouveau championnat parce que tu ne connais pas forcément tes adversaires, ton environnement. Donc, on va lui donner ce temps-là. Ce qu'on a donné à Tomernes, même si on avait été même un peu impatient avec lui au départ, je me souviens, on en parlait qu'il n'est pas si bon que ça. Peut-être qu'on va dire de lui en Noël qu'il n'est pas si bon que ça. Donnons-lui une demi-saison et puis on va voir après Noël. Vatanen, vous vous rappelez, l'année passée aussi, c'était pas... Vatanen, il a joué le début de saison, il s'est blessé, il est revenu pour les playoffs. Hein, c'était compliqué. Je pense que la comparaison, tu l'as dit tout à l'heure, c'est plutôt Lettonen. Du côté de Fribourg, du côté de Zurich, que là, c'est plutôt là qu'il faut regarder l'évolution. Petit tour dans le chat, puisque Ludovic nous dit que Tomernes est irremplaçable. Je crois que malheureusement, c'est ce qu'il faut se dire. Didier nous dit joueur sub, solide, bonne première page, je valide. Et puis une deuxième question une vraie question de Ludovic. On va conclure Genève Servette là-dessus puisque le temps il file comme déjà. Bah oui, ça fait quasiment 10 minutes qu'on parle des Grenats. Que pensez-vous du GSHC pour cette saison, Jérôme? Je me tourne vers toi. Alors du GSHC cette saison. Alors on me pose souvent la question. Est-ce que tu penses que Genève peut faire le doublé? Non. Alors moi je dis oui, ils peuvent faire le doublé. Est-ce que c'est sûr qu'ils vont être champions de Suisse? Non. C'est pas sûr qu'ils vont faire le doublé. Par contre, ils peuvent le faire. Évidemment qu'ils peuvent le faire. Il y a Zurich, il y a Zug, il y a Bienne, il y a quasiment toutes les équipes qui peuvent le faire. Le championnat est serré. Et je voulais juste rajouter un petit truc sur Lennström. Tu parlais de son jeu offensif. En Champions Hockey League, ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est qu'il essaie vraiment de se libérer sur son côté. Il voyage tout le temps entre le début du rond d'engagement et la ligne bleue. Et il essaie toujours de se mettre là entre pour essayer de se libérer de l'adversaire pour avoir une passe. Et son but qui marque, il part quasiment de la ligne bleue, il avance jusqu'au rond d'engagement et il met un tir du poignet dans la lucarne, mais c'est vraiment son terrain de jeu, entre la ligne bleue et le début du rond. Et on le voit beaucoup patiner là le long. Stéphane, que penses-tu du GSHT pour cette saison? Intéressant. Écoutez, on a une équipe qui ressemble à celle de l'année passée avec une année en plus. Puis on sait que les années à Genève,
c'est des années critiques parce que pour certains joueurs, à un moment donné, ça sera l'année de trop. Filppula, Winnick est toujours efficace, etc. Donc, Pouliot. on a Pouliot. Ouais. Donc, tous ces joueurs-là s'en sont bien sortis l'année passée. Tout est tombé en place comme il faut. Est-ce que ça sera la même chose cette année? Est-ce qu'on vit pas sur du temps emprunté puis tout à coup on est au bord du précipice puis ça va tout dégringoler? Je le sais. Je pense pas parce qu'on a quand même des grands professionnels, des gars qui s'entretiennent, etc. Donc ils nous ont prouvé qu'ils venaient pas là pour faire de la figuration. Mais je pense que cette équipe-là sera redoutable. En tout cas, ça sera difficile d'aller gagner à Genève cette année. La seule interrogation que j'ai, c'est au but. La seule interrogation dans la qualité de l'effectif, c'est au but. Est-ce que Robert Mayer pourra être aussi bon qu'il l'a été en play-off? En saison régulière, j'en sais rien. Comment ce sera Gauthier Desclous devant la cage? C'est pas une grosse interrogation. On a quand même de bons gardiens. Mais est-ce qu'on aura des gardiens dominants comme on l'a eu, des gardiens dominants comme on les a eu l'année passée dans l'ensemble de la saison et surtout en play-off? Interrogation. On les a mis premiers de la saison régulière. On précise que les pronostics que vous voyez être publiés sur les réseaux sociaux actuellement, c'est pour la saison régulière. On n'affirme pas que Genève sera champion à la fin de la saison. On a mis les mêmes points que pour Zurich. Donc c'est dire à quel point on a eu de la peine aussi à décider qui serait. Puis à la fin, on est allé à l'ordre alphabétique. G, voilà, c'est exactement ça. Puis, voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que des fois, c'est de la voyance. On le rappelle aux gens, les prédictions, c'est de la voyance. Puis des fois, on se dit, on le sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne peut pas savoir. Roland dit la bonne question, aura-t-on une nouvelle patinoire avant ou après un second titre? Je t'invite à aller écouter l'interview de Philippe Bechler, le président, puisque je lui ai posé la question de savoir si ça avait fait un peu avancer le dossier. Non, ça n'a pas fait avancer le dossier plus que ça. Il décide, je crois, cette année, d'ici la fin de l'année, l'architecte et le projet qui va être choisi. On garde éventuellement vos questions sur Genève si on a du temps en fin d'émission. Et puis, tu parles d'ordre alphabétique. Maintenant, on va reprendre un ordre plus alphabétique puisqu'on va aller du côté de Bienne. Un Bienne qui devient encore plus à la sauce finlandaise. Je sais que ça te réjouit pas forcément, Stéphane, mais si on regarde, maintenant, il y a 5 joueurs finlandais sous contrat avec le HC Bienne, avec les arrivées de Poka et d'Eponiemi. Et puis on a 2 entraîneurs finlandais derrière le banc, Matti Kainen comme principal, Vuori son assistant depuis 3 ans déjà du côté de Klagenfurt. Il l'a pris avec lui en débarquant à la Tissot Arena. Les Biennois qui ont perdu Eponiemi, alors ça c'est peut-être l'information qui va être importante. Eponiemi blessé, 3 mois d'absence. Par contre, on a vu un genou. Quand un gars revient, un genou, ça reste joue avec une attelle, etc. Donc ça va être une saison quand tu te blesses. Par expérience, quand tu te blesses au genou gravement en septembre, la saison est compliquée. Pourtant, c'était une bonne signature, notamment pour les face-off. Le point faible de Bienne, point faible, entre guillemets, c'était à 49%. Quasiment 50% en play-off et en saison régulière. Mais c'est là où ils ont été peut-être un petit peu plus dominés par leurs adversaires. Et on sait que c'est 4-5 secondes à courir après le puck, surtout quand on est en zone défensive. Ça peut amener du danger. Et Eponiemi, moi je le trouve déjà pas mal. Je le trouvais pas mal dans les engagements en NHL. Alors là, il va manquer. Puis Ville Poka, qui a montré de bonnes choses en Champions League. Je sais, à 4 passes pour lui. Il me semble de tête comme ça. J'ai pas vérifié ses statistiques avant l'émission. Il en a pas fait hier 2 points vu que Bienne n'a pas marqué de but. Stéphane, Bienne, c'est une grosse les Finlandais acquisition. à Genève. Ouais, les Finlandais. À Bienne. Ouais, les Finlandais. D'ailleurs, une petite parenthèse concernant les Finlandais. Vous savez qu'on a agrandi les patinoires cette année. On n'a pas agrandi la patinoire. On a agrandi la zone neutre. On en a parlé un peu sur les réseaux sociaux. Il y a eu des articles là-dessus. On a changé les dimensions des patinoires. Donc, on a agrandi légèrement la zone neutre d'à peu près 1 mètre. On a pris à peu près 50 cm de chaque côté. J'arrondis. Et certaines mauvaises langues diront que c'était pour favoriser le HC Bienne, qui a beaucoup de Finlandais. Et on sait que les Finlandais aiment patiner en patinage arrière au centre de la glace. Ça fait plus d'espace pour eux. Ça, c'était pour la boutade, évidemment. Mais, oui, parce qu'on rappelle ou peut-être que Steineger a été visionnaire en disant on agrandit la zone neutre, ça me prend les Finlandais. Parce que moi, je te charrie toujours avec ça, mais le système finlandais, les 5 en arrière, c'est une dérive de la trappe qui est canadienne. Exactement. Où là, tu as besoin d'encore plus de place. C'est une mauvaise version. Il faut que tu aies un joueur devant. C'est une mauvaise version de la trappe canadienne. Non, mais la trappe canadienne, c'était pas glorieux non plus. C'était très défensif. Petite parenthèse passée. Oui, Bienne a simplement continué dans la lignée, dans ce qui leur a donné du succès jusqu'à maintenant. Ça a bien fonctionné avec des Finlandais. On a un noyau de joueurs finlandais, coach finlandais, parle la même langue. Ça aide énormément. Quand tu as la même culture, le contact se fait
plus facilement, c'est la même langue et tout. Pourquoi pas? Martin Steinegger a eu la main heureuse dans plusieurs dossiers, pas tout, mais plusieurs dossiers depuis qu'il est là. Faut lui rendre hommage aussi pour ça. Et je pense qu'il s'est dit, ça n'a pas marché avec Lars Eulenberger il y a 2 ans. On peut le dire aussi avec Lars Eulenberger, ça n'a pas été un franc succès. Ça a été une année compliquée. Mais on va essayer d'aller chercher un gars qui a la même nationalité. Mais attention, l'entraîneur a la même nationalité que Tormainen, mais pas du tout le même style. Mais pas justement, du tout le même je voulais lancer Jérôme là-dessus avec la question de Patrice. La seule grosse question, c'est de savoir si l'entraîneur sera une réussite ou non. Je sais que tu as parlé à quelques joueurs du HCBN. Il y a la mise en place du système. Hein. C'est pas tout à fait le même style que Tormainen. Alors, j'ai discuté avec des joueurs actuels du HCBN et d'anciens joueurs du HCBN. Alors, je vais commencer par les joueurs du HCBN actuels. Non, tu donneras pas de nom. Hein, on est d'accord. Non, je donne pas de nom. Non, on m'a dit de rien dire. On m'a dit de ne pas donner de nom. On donne pas de nom ici aujourd'hui. Voilà. Non, le système n'est pas le même. C'est-à-dire qu'avec Tormanen, les joueurs avaient beaucoup de liberté. Tormanen faisait confiance à ses joueurs. Il leur montrait des vidéos de l'adversaire et c'est un petit peu aux joueurs, pas de se débrouiller pour contrer l'adversaire, mais presque. C'est-à-dire que chaque joueur devait prendre ses responsabilités et devait faire le boulot sur la glace. Là, avec le nouvel entraîneur, il y a plus de système de jeu. Ça veut dire qu'il dit, ben voilà, dans cette situation, vous faites ça. Même si le joueur se dit, non, c'est peut-être pas la bonne solution, je devrais plutôt aller à droite. Si on lui a dit d'aller à gauche, il va à gauche. Et d'anciens joueurs me disent, ça peut poser problème. Parce qu'on m'a dit, on ne met pas Kunti dans un système, on ne met pas Brunner dans un système, on ne met pas Forster dans un système. Alors, à voir comment les joueurs vont s'adapter. Parce que si tu as une moitié d'équipe qui adhère au système, puis l'autre moitié qui n'y adhère pas, ça va être compliqué, on est d'accord. Et puis, pour en revenir avec Leuenberger, ce que tu disais, Stéphane, j'ai discuté avec un ancien joueur du HCBN qui m'a dit, ça n'a pas marché avec Leuenberger parce que derrière, on savait que Tormanen allait revenir. Alors que là, Tormanen, il ne revient pas. C'est le nouveau coach a signé pour 2 ans. Donc, ce n'est pas vraiment la même situation. C'est un petit peu ce qu'on m'a expliqué. Mais c'est vrai que humainement, à Bienne, je pense que c'est un petit peu compliqué. Parce que Tormanen, pour les joueurs, ce n'était pas juste leur coach. C'était presque quelqu'un en qui ils avaient confiance parce que ça fonctionnait. C'était quelqu'un à qui tu pouvais parler. C'était quelqu'un qui était plutôt sympa. C'était pas le vrai coach avec cette discipline et cette autorité qu'il y a dans certains clubs. Alors que Matikainen, on dit qu'il est très dur. Il est un petit peu plus dur, justement. On m'a dit qu'il est tough. C'est vraiment un entraîneur dur et exigeant. D'ailleurs, vous le regardez visuellement, il n'a pas l'air commode, le gars. Après, moi, j'ai discuté un petit peu avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il est Non, moi, je dis ça. Moi, je ne suis pas physionomiste, mais Tormainen avait l'air sympa. Il l'était. Lui, il a l'air tough. Peut-être qu'il est tough. Écoute, j'ai discuté un petit peu avec lui. Il m'a parlé en souriant, quelquefois, quand même. C'est bon signe. Ah oui. On va vers le beau. Quand même. Non, mais c'est vrai que c'est peut-être 2 hockey différents. Et puis après, tout le monde est unanime. Si tu fais les 5 premiers matchs puis que tu les gagnes les 5, c'est bon. L'entraîneur, le système est dans la poche, tout le monde va adhérer. Si sur les 5 premiers matchs, tu fais 2 points, eh ben, ça va déjà commencer à grincer des dents à la Tissot Arena. Mais c'est comme ça tout le temps. 2 questions, on va prendre dans le chat. La première de Chuck Morris sur Poka et Löw. Est-ce qu'il y a des similitudes entre les 2 joueurs, Stéphane? Moi, j'aimais beaucoup Löw. C'était un joueur qui était two-way, qui était assez physique et tout. J'étais un gaucher, donc Poka est droitier, l'autre est gaucher. Déjà, ça fait une grosse différence. Ouais, Poka est peut-être plus costaud. Löw était assez costaud, mais Poka, on voit qu'il est quand même très, très solide. Il a un CV autrement que Löw. Je ne dis pas que Löw n'a pas un bon CV, mais Poka arrive avec une grosse expérience. Elle a joué en Amérique du Nord, malheureusement. Il n'a pas pu faire sa place vraiment de l'autre côté, mais il a connu d'excellentes saisons à AHL. Il a été dominant à AHL. Donc, moi, je pense que Poka, avec le CV qu'il a, je pense que Steinegger n'a pas pris beaucoup de risques. Je ne vois pas comment ce gars-là ne pourrait pas connaître du succès ici. Alors, ça dépend comment on évalue le succès. C'est en nombre de points. Mais je pense que c'est un gars qui va pouvoir absorber 25 minutes de temps de jeu. On va voir. Tormanen faisait beaucoup tourner son banc, mais peut-être que... moi, je pense que c'est un gars qui peut jouer 25 minutes par match puis assurer le fort. C'est un gars qui peut jouer dans les 2 sens. Et là, je pense que c'est vraiment une très, très bonne pioche du côté de Bienne. Ouais, puis la grande différence aussi, c'est que Poka sera sur le powerplay, alors que Löw n'y était pas. C'est juste. Exact. Là, on a vu que normalement, ils vont jouer. Alors, normalement, la première unité de Bienne en powerplay, ça sera avec 2 défenseurs, Yakovenko et Poka. Et puis sur le deuxième powerplay, il n'y aura que Radgeb à la bleue avec 4 attaquants. Et c'est plutôt Rayala qui devrait venir à la bleue avec Radgeb.
En tout cas, c'est ce qu'on a un petit va peu être sur vu le wall à en droite, Ligue des Champions. Ouais. Ouais, exactement. Yakovenko aussi, défenseur offensif sur le powerplay, très très malin. On n'en parle pas beaucoup de Yakovenko, mais il est Ça a été une très bonne signature aussi. très efficace, très efficace. Ouais, puis Löw, les nouvelles, c'est encore au jour le jour. Hein, il a eu des avis un peu plus positifs par rapport à sa blessure. Il a repris la glace apparemment. Donc voilà, à voir s'il un peut peu, revenir en cours de saison, ce qui offrira des options aussi Mhm. à Matti Kainen. Lucas nous dit, il a parlé avec Matti Kainen, il l'a trouvé super chaud. Voilà, c'est le commentaire. Non, mais merci je dis comme merci ça, Lucas pour ça. Et puis la deuxième question que je voulais prendre, c'était celle de Fabrice. Stéphane, tu as parlé du fait que c'est un entraîneur finlandais avec beaucoup de joueurs finlandais. Finalement, est-ce que c'est vraiment un avantage d'engager des joueurs étrangers de même nationalité? Si oui, pourquoi les autres clubs ne feraient pas pareil? Oui, ça peut. C'est un des facteurs, mais à un moment donné, si tu ne trouves pas, tu ne vas pas engager un Finlandais juste pour avoir des Finlandais. Je veux dire, c'est un des points qui peut peser dans la balance sur ce qui vient de choisir un étranger, mais on sait que en ce qu'on veut et ce qu'on peut faire ou ce qu'on aime, qui on aimerait engager et qui on peut engager. Après, il y a une question de prix, de disponibilité, puis c'est des questions familiales. La majorité de ces gars-là, les étrangers, regardez, c'est des gars qui sont âgés entre 25 et 32, 33 ans en Suisse, certains un peu plus vieux. Puis ceux qui sont plus vieux, c'est parce qu'ils sont déjà là. Donc, c'est des gars qui, en général, qui arrivent avec femmes et enfants. Donc, il y a quand même des choix de carrière qui sont faits et des choix familiaux. Donc, oui, dans l'idéal, peut-être. Mais il ne faut pas oublier non plus que les coachs ont leur réseau de contacts. Souvent, quand un coach arrive, il dit « Moi, je connais un tel. Oui, lui, je l'ai déjà coaché. Lui, il a joué avec un gars que j'ai déjà coaché, puis il m'a dit tip-top en ordre, etc. » Crawford a été une énorme influence sur l'engagement des étrangers du côté du Zurich. Et je pense que quand un coach arrive, quand il vient le temps de choisir un étranger, on l'appelle, on dit « Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as comme référence? Qu'est-ce que tu peux... » Voilà, c'est un travail d'équipe, hein, parce qu'on sait que la recherche des joueurs étrangers, c'est des téléphones, c'est des contacts, c'est qui, quoi, comment, des agents, des gars qui ont joué avec, contre, etc. Et c'est tout un réseau de... Parce que si on n'a pas énormément de vidéos, on peut aller en chercher, évidemment, mais après, on se fie aussi. Comment est le gars en dehors de la patinoire? Comment il est dans le vestiaire? C'est un bon coéquipier ou c'est un gars qui ne parlera pas à personne de l'année? Donc, il faut que ça fitte aussi dans la culture de l'équipe. Ok, voilà pour le HCBN, et puis on passe au club suivant dans notre liste, à savoir Fribourg. Alors, Fribourg-Gotteron, cet été, c'est Dido, Domenico, on parle que de ça. Mais il y a un autre étranger que Fribourg est allé chercher, c'est Wallmark, qui était à Zurich l'année passée. Son transfert passe totalement inaperçu. Et je pense que Wallmark va beaucoup apporter à Fribourg-Gotteron. C'est 37 points en 50 matchs l'année passée avec Zurich. Quand on sait qu'à Zurich, il y a les 4 lignes qui marquent des points, moi je trouve que c'est beaucoup de points ce qu'a fait Wallmark. C'est un joueur qui est très intéressant. Il est appelé à remplacer Desharnais au centre de glace. Et on parle beaucoup de Dido parce que c'est un joueur qui fait parler de lui, qui fait le show. Mais je me demande si le transfert de Fribourg, ça ne serait pas Wallmark. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Pascal. C'est une bonne réflexion à avoir. J'aime beaucoup ce que tu dis, que effectivement, vous avez eu beaucoup pour Dido. Et effectivement, c'est un caractère, c'est un joueur qui focalise l'attention. Après, Wallmark, ça dépendra quel visage on aura de Wallmark. On se souvient qu'il a connu un excellent début de saison du côté de Zurich. Lui, il n'a pas eu besoin de ce temps d'adaptation. Il était dans un environnement qui lui plaisait avec Richard Grunborg comme entraîneur. Et au moment où il y a eu le changement d'entraîneur à la fin de l'année 2022, avec Crawford, ça a été beaucoup plus compliqué. Wallmark, il a quasiment disparu dans un système de jeu très canadien. Et, donc, il était coaché par un Suédois, ça allait bien. Et par un Canadien, ça a été moins bien. Puis, à voir ce le coach a coach à Fribourg, c'est? Il est canado-suisse. Ok, canado-suisse, d'accord. Non, mais je dis ça comme ça. Non, mais c'est pas pour mettre sur la nationalité du coach. Tu as très bien compris ce que je veux dire. C'est le style de jeu. C'est le style de jeu. À voir aussi. Et puis aussi, peut-être la façon de parler avec ses joueurs. Crawford, on sait qu'il peut être très dur avec ses hommes. Est-ce que Wallmark a subi un petit peu la colère du coach? Ouais, des fois, ça va juste pas. Puis je pense que Wallmark, il a une grosse expérience à jouer à NHL, etc. Je pense qu'il est pas à une étape de sa carrière où il a envie de se faire embêter ou voilà. Donc lui, il a dit OK, moi je suis venu ici pour faire encore un peu d'argent, mais j'ai pas envie de me faire embêter par un coach. J'ai envie d'être heureux, d'avoir du plaisir à la patinoire le lundi matin à l'entraînement. Et si c'était plus le cas, donc je pense qu'il a le loisir de dire bon, moi je change de club, je vous remercie Zurich, vous êtes gentil, mais il y a une offre de Fribourg. Et moi je pense que Wallmark, c'est lui qui va remplacer Desharnais dans le rôle.
two-way guy, il peut jouer sur toutes les situations. Et je pense qu'il peut avoir une excellente influence sur un certain Sorensen. Lui, sur De La Rose aussi. Oui, exactement. Donc là, on a une clique suédoise. Borgman en défense. Donc on a des Suédois. La seule question que je pense, c'est comment Dido va cohabiter avec des étrangers suédois. Je sais pas. Bon, en tout cas, sur le powerplay. Il connaît les Suisses. Peut-être qu'il va être plus proche des Suisses que des Suédois. Sur le powerplay du match que j'ai vu jouer, et ça m'a été confirmé aussi par nos amis de la Liberté, puisque tu les as vus il n'y a pas si longtemps que ça, Stéphane. Le powerplay, il y avait une unité de powerplay, c'était les 4 Suédois avec Berchi. Et Dido, lui, il est sur l'autre unité de powerplay, donc il n'a pas non plus à partager le temps de jeu avec lui, à part pour sortir et puis laisser l'espace. Alors les Suédois, quand Dido ne sortira pas de la glace, c'est un Suédois qui sera fâché en powerplay, c'est ça? Voilà. Non, mais c'est un reproche qu'on lui faisait, puis c'était tellement évident à Berne. Les gars pétaient les plombs sur le banc parce qu'ils faisaient des présences à rallonge, et puis ça frustrait tous ses coéquipiers derrière. Et ça, c'est un truc qui est insupportable dans une équipe de hockey quand il y a un joueur qui rallonge de 10, 20, 30 secondes. Puis le gars qui le remplace, mais finalement, quand il est temps d'embarquer, c'est déjà le temps de changer de ligne. Et ça, c'est un truc qui agace beaucoup dans une équipe de hockey. C'est une parenthèse que je fais. Mais pour revenir à Wallmark, moi, je pense que c'est une très bonne pioche. Et ça, pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est un joueur qui ne paye pas de mine. Il n'est pas flashy. Il n'est pas wow. Il n'est pas, c'est pas le gars qui va traverser la glace, qui va te faire des trucs spectaculaires. Il est efficace dans tous les compartiments de jeu. C'est un gars qui est sobre dans son jeu, pas très extraverti non plus. Donc, il n'est pas flashy. Mais je pense que c'est une très bonne acquisition de la part de Christian Dubé. Alors, on voit que quand on parle de Fribourg, on a beaucoup de commentaires dans le chat sur Facebook. Je vais lire déjà celui de Fabrice, un autre Fabrice, qui nous dit « Wallmark va faire job bien, mais Dido va faire monter la température et le show, donner des émotions. » Ça, c'est clair. Dylan nous dit « Wallmark, plutôt discret, mais il y a moyen qu'il apporte à Fribourg. » Je pense qu'il voulait dire qu'il apporte beaucoup. Clairement. Et puis, une bonne question, moi, je trouve, de Florent. L'attention focalisée sur le retour de Dido n'est-elle pas un point positif pour les autres joueurs de Gauthieron, comme Wallmark, justement, en leur mettant un peu moins de pression publique, entre guillemets? Oui, c'est une bonne remarque, effectivement. Dido, en bien ou en mal, attire l'attention. Donc, on parle moins des autres joueurs. On va moins focaliser sur De La Rose. L'année passée, on a beaucoup focalisé sur De La Rose à un moment donné, en se disant c'est vraiment une bonne pioche comme étranger, etc. Ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir. Mais effectivement, il focalise l'attention, puis ça laisse tout le monde en paix. Et Dido, il est capable de prendre ça, cette pression-là. Oui, mais d'un côté, je me demande si ça ne peut pas créer des jalousies, justement. Parce que tout le monde parle de Dido, puis toi, tu es à côté, puis tu dis « Ouais, mais moi, on en parle quand? Parce que je suis aussi un bon joueur, je mets aussi des buts, je mets aussi des assists. Est-ce qu'en tant que joueur de hockey, tu n'as pas aussi un petit peu envie qu'on parle de toi? » Parce que je me suis posé une question, moi. Si Dido n'avait pas signé à Fribourg, est-ce qu'on aurait parlé tout l'été de Wallmark, par exemple? Je pense qu'on aurait plus parlé de Borgman. Comment on aurait fait? Borgman, moi, je pense qu'on aurait plus parlé de Borgman parce que Borgman aussi, c'est un plus. Il remplace un joueur qui n'a pas du tout le même registre. Vagno, c'était un défenseur défensif, on le savait. On n'a pas arrêté de le marteler l'année passée dans Overtime. Forcément, ça a été une déception parce qu'un étranger défensif, un défenseur défensif étranger, forcément, ça crée de la frustration parce qu'il n'apporte pas de points, il n'apporte pas de. C'était l'étranger pas cher. Combien de buts il a évité? Mais combien de buts il a évité? Ça, c'est une autre. Moi, je pense que c'est un étranger. Typiquement, je pense que Vagnon l'a signé beaucoup trop vite et puis on n'a pas attendu le marché. Bon, après, voilà, Vagnon, c'était l'étranger pas cher qui arrivait en chaloupe sur le Rhin qu'on nous avait annoncé. Là, c'était plutôt des Slovènes et des Slovaques qui venaient à pied d'après un certain Marc L. Mais vous voyez, c'était le sixième étranger qui venait remplir un besoin spécifique. Et là, on a qui a été ensuite rempli avec Seiler quand il est arrivé de Dalton. Et là, on a changé de registre. On sait que nos étrangers, maintenant, c'est tous du top niveau. Et puis, on a une ligue qui est extraordinaire aussi. Et voilà, mais moi, Borgman en défense, je trouve que là, on a gagné beaucoup. Même si je l'ai vu 2 fois, Borgman. Il m'a pas fait wow. Je ne sais pas s'il y avait des nouveaux patins ou qu'il avait passé les cannes ou il y a des nouveaux gants, mais en tout cas, il m'a pas fait wow. Mais il a un CV intéressant. Il a quand même joué en NHL, des matchs avec Toronto et ça, on dit beaucoup de bien de lui. C'était le défenseur numéro 1 à Frölunda l'année passée. S'il m'a pas fait wow, c'est pas un style flamboyant. Moi, j'attends de voir parce que je pense que c'était un match un mercredi soir à Dudingen. C'était peut-être pas ce qui l'excitait le plus. C'est un gars qui a de l'expérience, qui arrive, je pense qu'il a géré ce soir-là. Mais on attend. Borgman pourrait être une très bonne pioche. Donc, Wallmark pour Desharnais. Et puis. Borgman pour Vagno. Vagno, on peut dire que Fribourg est Dido pas moins fort l'année passée. Ouais, puis Dido pour Kuokkainen, ouais. Donc, au niveau des étrangers, Fribourg est en tout cas pas moins bon. Ce sera le mot de la fin sur Fribourg, et puis on va enchaîner avec le Lausanne Hockey Club.
Lausanne qui a engagé Antti Suomela, meilleur compteur, meilleur buteur surtout de SHL la saison passée. Alors, on a déjà parlé beaucoup avec Stéphane, il sait que j'ai quand même un petit bémol sur lui parce qu'il a été bon quand il était bien entouré. Et sur les 8 saisons pro qu'il a fait, j'ai été vérifier ses stats, il a été prolifique qu'avec des entraîneurs nordiques. Jyrki Aho à Espoo dans sa première saison, Marco Virtanen dans ses 2 saisons à Jup, et puis Martin Filander la saison passée à Oskarshamn, donc 2 Finlandais et un Suédois. Voilà, est-ce que... Mais Ward, quand tu le regardes un peu blond comme ça, il a presque l'air d'un Nordique. Je sais que tu vas dire que je m'insiste beaucoup sur les entraîneurs, mais... Non, mais oui, mais c'est important. Le feeling qu'un joueur sent, la chimie avec l'entraîneur, c'est très important. Tu as tout à fait raison. Très important. Et puis, ce que je veux encore dire, c'est que l'année passée, le deuxième compteur de SHL, c'était son coéquipier ligne Patrick Karlqvist, qui a joué sa 2e saison à SHL. Hein. Il a 30 ans, mais il a beaucoup joué en Allsvenskan. C'est 101 matchs de saison régulière pour 113 points. 49 points et 52 points. Et 64 points. 49 buts, 64 points, 52 il y a 2 ans et 61 points la saison passée. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il a eu du succès avec des entraîneurs nordiques et il a joué les 2 dernières saisons avec la dernière saison. Avec un joueur exceptionnel. Le duo est exceptionnel. Le duo fonctionnait très bien. Voilà. Donc, si on reproduit pas ça, c'est la question en fait que je me pose depuis le début. Qui va prendre le rôle de Karlqvist aux côtés de Suomela? Est-ce que ce sera Sekac? Moi, je pense que Sekac va jouer. Parce que Sekac, on l'a vu dans les matchs de préparation. J'ai vu Lausanne une fois, il a été vraiment dominant. Sekac, quand il a envie de jouer au hockey, sérieusement, c'est un joueur, il est grand, il est gros, il patine, il fait tout assez bien, il peut frapper, il peut marquer des buts. C'est le joueur le plus, théoriquement, on va attendre Suomela, mais en attaque, c'est le joueur le plus percutant de Lausanne l'année passée. Sans aucun doute. Kovac, dans un autre registre, moins bon sens du jeu, nord-sud, plus sniper, même s'il peut faire des bonnes passes de temps en temps, plus sniper. Sekac est peut-être plus complet que Kovacs, ça prend des styles différents. Et là, je pense que Suomela sera aligné visiblement. Si j'analyse ce que j'ai vu des matchs amicaux de Lausanne, je pense que Ward sera tenté de mettre les 3 étrangers ensemble. Donc, Suomela au centre, Sekac à gauche et puis Kovacs à droite. Je pense qu'on va commencer comme ça. Je n'ai pas le secret, c'est ce que j'ai vu dernièrement. Sekac n'a pas joué jeudi dernier, et ça peut faire une ligne percutante. Moi, je pense qu'en Suomela, Lausanne est allé chercher un centre qui a une valeur de centre numéro 1. Est-ce qu'il va performer comme un centre numéro 1? À voir. Mais je pense qu'il a les épaules pour être centre numéro 1 dans cette ligue-là et mener le premier bloc de Lausanne, ce qui manquait cruellement. Donc, on a identifié probablement un centre numéro 1 dans cette équipe-là. Il n'est pas wow. Attention, moi, je l'ai vu, il ne fait pas wow. C'est pas le gars qui est très flashy. Il n'a pas un style extraordinaire. Il joue très penché, petites épaules, etc. Mais c'est un gars qui a un sens d'anticipation, qui peut donner son puck. C'était un buteur l'année passée, mais moi, ce que j'ai vu de lui, ça a l'air plutôt d'un distributeur que d'un buteur. De ce que j'ai vu de lui, il a un match amicaux. J'ai vu jouer 3 fois, 4 fois. Et attendons voir. Mais c'est un joueur quand même qui a flirté avec la NHL, donc il a certainement des qualités. À voir. Si tu mets 37 buts en SHL en saison régulière, donc tu dois avoir des qualités. Tu es capable de la mettre au fond. C'est pas qu'il n'a pas fait 32 déviations. Il a fait 64 points. 32 déviations, non, mais c'est ça. 37 passes ratées qu'on finit dans le but. Mais c'est ça, mais ce que je vous dis, ce que j'ai vu, maintenant, le gars, il est capable de la mettre au fond, forcément. Mais les matchs amicaux, il m'a pas eu. Tu sais, les gars qui mettent beaucoup de buts, quand ils rentrent dans la zone, ils pensent à shooter. S'ils n'ont pas de shoot, ils donnent le puck. Mais lui, il pense à passer. Je le vois, il est là, puis il cherche des solutions, puis là, il a le réflexe de passer avant de shooter de ce que j'ai vu. Maintenant, ça peut changer. C'est pas le sniper né. Il n'a pas le style d'un pur buteur. C'est ce que je voulais dire. Jérôme, tu n'as pas encore entendu là-dessus. Ouais, on voit que par les statistiques qu'il a, quand il est en confiance, il marque, il sait distribuer le jeu. Donc, il faut le mettre avec des joueurs qui lui donnent cette confiance et avec qui il peut jouer les yeux fermés. Et avant, Pascal, tu parlais de duo. C'est vrai qu'on voit beaucoup de joueurs en National League, même en Swiss League, même partout, qui ont cette confiance-là. T'es à 2, il y avait Rajala et Pouliot, par exemple, à Bienne. Mais on a vu quand Pouliot est parti à Genève, Rajala, il a fallu un temps d'adaptation. Même qu'il connaissait ses coéquipiers. On l'a mis dans une ligne l'année d'après, avec des gars, ça faisait 3-4 ans qu'ils jouaient dans la même équipe. Mais ce n'était pas Pouliot, ce n'était pas la même chose. Exact. Il y a De Vos et Hazen à Ajoie, quand tu les sépares aussi, quand tu les mets dans 2 lignes différentes, tu sens que tout d'un coup, De Vos, il va mettre son puck à une place parce qu'il sait qu'Hazen était là. Et puis là, le puck, il va n'importe où. Puis tu dis, ah mince, il n'était pas dans ma ligne cette fois. C'est pour Donc ça là, il faut trouver ce duo. Mais je pense que Jeff Ward, il est pas bête. Hein.
Je pense qu'il a fait des tests, il a regardé qui Suomela s'entendait le mieux. Et des fois, c'est pas forcément, tu joues pas forcément mieux avec le joueur qui a le même hockey que toi. C'est peut-être simplement parce que c'est un super ami dans la vie, ou c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien en dehors du hockey, ou avec quelqu'un tu peux discuter. Donc, je pense qu'ils ont fait des tests. Et puis, en tout cas, si j'étais coach de Suomela, je lui demanderais presque avec qui il a envie de jouer, puis avec qui il s'entend le mieux. Moi, je pense qu'il y a un duo Suomela-Sekac qui a l'air assez établi dans la tête bien, de Ward. Après, Kovac peut peut-être J'ai l'impression qu'il a pas mal joué avec Kovac pour essayer de trouver en complément, justement, en troisième larron sur un duo. Il y a Fuchs qui a joué là à l'aile droite et Kovac était sur la deuxième ligne. Donc, il a essayé. Bon, et comme tous les coachs, il fait des essais. On a vu aussi notre ami Ugly là, qui a fait toutes les lignes durant la préparation pour savoir où c'est qu'on pouvait le placer. Donc, il y a eu des évidemment... Il faut que lui soit à l'aise aussi de jouer avec certains joueurs. C'est ça, mais je pense que avec Suomela, Lausanne pourrait avoir une première ligne qui percutante en attaque, qui pourrait... ça risque de faire mal, ouais. Théoriquement, voilà, on peut imaginer ça, mais pour l'instant, ça reste de la spéculation. On a 2 questions sur le LHC, une de Fabrice par rapport à Pilot, sans S, et il ne savait pas comment l'écrire. Pilot. Alors on dit Pilot, hein, c'est comme ça qu'on nous l'a dit. Ouais. Lawrence Pilot, à l'américaine, défenseur qui débarque aussi avec Joss. Ouais. Ça, on a vu que Lausanne jouait avec Joss en powerplay, avec Pilot sur l'autre powerplay. C'est les deux qui vont diriger les deux powerplay. Ouais. Stéphane, toi qui as beaucoup vu jouer Lausanne, qu'est-ce que tu en as pensé? Pilot, très intéressant. Beaucoup plus flamboyant que Josh. Josh, c'est la force tranquille. Hein. Mais ça, on le savait déjà. Josh, moi, je le trouve, j'aime beaucoup parce qu'il a un sens du jeu, il a une première passe. Bon, Josh, c'est une valeur sûre. Il connaît notre championnat en plus. Il va être efficace dès le premier jour. Pilot, il va avoir le temps. Moi, je pense que c'est très intéressant. Il bouge beaucoup. Il a un côté flashy, il a un côté go, à chop, à gauche, à droite et tout. Donc, les gens vont l'aimer parce que c'est un joueur qui a l'air énergique. Je pense qu'il aura besoin d'un petit temps d'adaptation. Je l'ai vu, je l'ai senti un peu perdu dans certains matchs. Pas perdu, mais un peu... attends, là, ça bouge. Ça va pas la main. Le gars, il revient de longues années en Amérique. Il revient en Europe. Ça ne tourne pas pareil, nouvel environnement, hockey suisse. Je pense qu'il aura besoin d'un temps d'adaptation, à mon avis, même s'il a un petit côté flashy intéressant. C'est un gars qui va ramasser des points aussi, mobile. Je pense que ça va être... Après un petit temps d'adaptation, je pense que ça va être un défenseur qui va être très intéressant dans notre championnat. La deuxième question, je vais me tourner vers toi, Jérôme, c'est celle de Chuck Morris, au goal, Conorius, Pounenovs, qui sera le numéro 1. Est-ce que c'est le point faible du LHC? Le point faible, je pense pas, parce qu'on a vu Connor Hughes, il a quand même livré la marchandise l'année passée quand il a remplacé Reto Berra qui était blessé. Pounenovs, on l'a vu à Langnau, il avait quand même des stats assez hautes malgré le fait que tu joues le bas de classement. Donc je pense que c'est un duo qui va bien fonctionner. Je pense que Pounenovs sera le numéro 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Pounenovs est quand même parti pour être le numéro 1. Alors le numéro 1 à combien de matchs? Ça va peut-être être 2 tiers, 1 tiers. Peut-être 35 matchs. Ce sera peut-être 49-51 au niveau des pourcentages. Ça me surprend. Mais je pense... Moi, je miserais plutôt pour 35-36 matchs pour Pounenovs et puis 15-16-17 pour Connor Hughes. Après avoir, tout à coup, Pounenovs se rate. Pounenovs se rate en début de saison, Connor Hughes performe et puis ça s'inverse. Mais je pense qu'on est plutôt parti là-dessus. Et puis, je pense honnêtement que si vraiment ça ne fonctionne pas avec ce duo, il y a toujours la carte d'aller chercher un gardien étranger comme ils l'ont fait l'année passée avec Lauri Kainen qui avait livré plus que la marchandise. Hein. On se souvient des performances du gardien. Donc, c'était assez impressionnant. Ouais. Donc, je pense qu'ayant Cristobal Huet dans les rangs, il doit connaître quelques gardiens dans le monde. En tout cas, des entraîneurs de gardiens, ça c'est sûr. Donc, je ne me fais pas trop de soucis au cas où le duo Pounenovs-Connor Hughes ne fonctionne pas, que Lausanne va trouver une solution de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est l'interrogation qui est soulevée à juste titre. Hein, en disant, on n'a pas un Berra, un Sateri, même si JVP, Sateri, c'est un sacré duo. On n'a pas un Roubetch, on n'a pas un gardien numéro 1 incontestable où il va jouer tous les matchs, à moins qu'ils ne peuvent pas jouer. Hein. C'est pas du tout ça la configuration. Mais moi, on me l'a comparé, il y a des insiders, des gens, je ne veux pas nommer de nom, je suis comme toi, mais il y a des insiders qui m'ont dit, ce sera pas pire que le duo à Genève, où il n'y a pas clairement un numéro 1,
Par contre, à Genève, on a deux gardiens qui ont drôlement plus d'expérience, même je pense, des clous. Donc, on a deux gardiens qui ont une très grosse expérience, peut-être plus de maturité dans notre championnat. Mais on a comparé ça en disant, pas clairement numéro 1, on va aller, we'll go with the flow, comme on dit en anglais, on va aller avec le meilleur du jour. On parle de saine compétition. J'adore cette expression. Gilles Sen, d'abord, c'est pas si mal. Excuse-moi, c'est pas la première fois que tu le fais, j'ai dû repenser plusieurs fois. Exactement. Mais c'est pour ça, les podcasts, on peut se laisser aller, on a le temps. Absolument. Pour rebondir là-dessus, Poulenov, ça dépendra aussi de son état de santé. Ouais, il est fragile. C'est un gardien qui a été blessé sur les dernières saisons. À chaque saison, il y a quelque chose qui n'est pas allé. Ouais. Et puis, Connor Hughes, on a vu qu'il fallait pas lui donner trop de matchs à la suite parce qu'il a été très bon au début avec Fribourg. Ouais. Et puis, sur la longueur, ça a commencé un petit peu à baisser. Mais les autres équipes ont commencé à le connaître aussi. Hein. Mais je pense que en équilibrant les matchs, en partageant le week-end en deux, probablement. Là, ça va permettre à Poulenov d'éviter de se blesser. Et puis à Hughes d'avoir toujours d'être dans le haut de son niveau et pas dans le bas. Ouais, les back-to-back, je pense qu'on va séparer les back-to-back. Et puis, comme Genève l'a fait l'année passée. Ce qui est une très bonne gestion. Hein, surtout que les gardiens sont de plus en plus sollicités. Exact. Pour en avoir parlé avec un autre entraîneur des gardiens, Sébastien Boulot en l'occurrence. Sont beaucoup plus sollicités dans leurs déplacements. Les déplacements latéraux, ça demande beaucoup de force. Ça sollicite beaucoup les adducteurs et c'est là où il y a le point faible pour les gardiens. C'est le point faible à Jérôme aussi. Ouais. Le droit surtout. Allez, messieurs, on garde encore les questions qui sont là pour peut-être la fin de l'émission. On va aller voir le dernier club pour éviter qu'on nous fasse une remarque sur le fait que... parce qu'on est timé. Hein. On est timé. Et puis surtout qu'on les passe très rapidement. Hein. Ouais. On va pas frustrer les fans du HC Ajoie, on va parler de leur club. Oui, et à Joie, au-delà du nouvel entraîneur avec Volven, il y a deux étrangers qui sont arrivés. C'est Gélina, le défenseur qui vient de Berne, et puis Odette, l'attaquant qui vient de Lausanne. Donc là aussi, est-ce qu'Ajoie est meilleur que l'année passée ? Je pense honnêtement que Gélina, c'est meilleur que le Duc en défense et que Odette, c'est meilleur que Bakoche en attaque. Mais il ne faut pas oublier que Gélina et Odette sont deux étrangers qui étaient l'année passée à Berne et à Lausanne et qui ont été indésirables. Donc finalement, Ajoie va chercher deux étrangers qu'on ne voulait plus dans d'autres équipes de la même ligue. Alors, est-ce que c'est vraiment deux renforts ou pas ? Moi, je partirais du principe que oui. Attention à Gélina, hein, ça fait pas mal d'années de suite là, qu'il ne fait pas de saison complète. Il a été blessé l'année passée, notamment à Berne. Là, apparemment, en match amical, il a aussi pris une boîte, comme j'ai compris. Et puis, Odette, l'année passée, c'est un demi-point par match, ce qui était pas mal avec Lausanne. À voir s'il peut reproduire ça dans le Jura, à voir aussi avec qui il sera accompagné sur la ligne. Parce que ça ne sera pas la même chose, évidemment. Si tu joues dans la ligne de Vos ou de Asselin, ça peut aussi faire que tu marques beaucoup plus de points, que tu arrives aussi à faire plus de passes, à marquer plus de buts. Et puis surtout, il faudra s'acclimater au coach, parce qu'on sait que Volvent est plutôt un coach clivant. C'est un petit peu soit on l'aime, soit on l'aime pas. Il n'y a pas forcément de juste milieu. Donc ça peut être une saison qui peut être bien du côté d'Ajoie. Effectivement, bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. On est un petit peu meilleur du côté d'Ajoie sur le papier. Après, il y a beaucoup d'équipes qui sont un peu meilleures sur le papier. Lausanne est un peu meilleur sur le papier. Genève n'est pas moins bon. Fribourg, peut-être une petite coche, comme on vient de le dire. Bien n'est pas moins bon. Donc, si tout le monde s'améliore, peut-être s'améliore un peu. Voilà. Il y a aussi Fischer en défense, qui est un ajout de défenseur suisse. Donc, je pense que les deux défenseurs qu'on allait chercher, c'est deux défenseurs à peu près identiques, assez gros, assez grands, pas hyper mobiles, peut-être pas des champions avec la rondelle. Donc, là, on a été chercher avec le style très défensif qu'on a joué, qu'on pense qu'on pourrait jouer encore. Je pense qu'on va se cantonner beaucoup en défensive de zone, etc. C'est un peu comme Valentin Pilet à défense, etc. Donc, on a beaucoup de défenseurs qui peuvent jouer ce style-là. Maintenant, la première passe, le côté offensif vient essentiellement du défenseur. Comment? Brennan, oui, je cherchais le nom. Voilà. De Brennan. Le seul nom québécois chez les étrangers. Donc, voilà. Et Odette en attaque, j'ai aucun problème, aucun souci à croire qu'il va faire plus de points qu'à Lausanne. Il sera utilisé dans toutes les situations. Il y aura peut-être 1 minute et demie de temps de jeu sur le power play. Il va jouer sur un bloc offensif, etc. Son rôle sera complètement différent. Donc, il va ramasser des points comme De Vos et Hazen, etc. Je sais pas de... Après,
dans l'ensemble, est-ce qu'il va apporter beaucoup à cette équipe-là? Oui, il va faire des points, il va apporter une petite touche à l'attaque, mais est-ce qu'il va apporter beaucoup? Est-ce que Odette est un étranger d'impact dans notre championnat de premier plan? Je ne suis pas sûr du tout. Ça reste un bon joueur de hockey, mais ça reste quand même, comme on dit en anglais, une long shot. Ça veut dire que c'est un pari. Et lui, par contre, l'avantage, c'est que lui, s'il veut rester en Suisse et se faire une carrière en Suisse, il faut qu'il performe cette année, sinon c'est terminé pour lui. Je dirais que l'avantage qu'il a, c'est qu'il connaît bien Frédéric Gauthier. Ils ont joué ensemble en Amérique du Nord. Alors, j'avais mal compris l'information. J'avais compris qu'ils avaient joué avant les 15 ans, mais en fait, c'est plutôt en AHL qu'ils ont joué ensemble. Plusieurs reprises. Ils se connaissent bien. Ils étaient contents de se retrouver. C'est notre confrère Rafiko Yumjan qui m'a montré une photo d'eux dans la salle de force. Alors bon, il y a une grosse différence de niveau. Il faut cadrer large pour avoir les deux. Mais ils sont heureux de se retrouver. Ils sont heureux de jouer ensemble. Ils sont alignés. Ils ont fait la préparation avec Asselin comme troisième compère. Alors je les ai vus qu'une fois. C'était contre Francfort. Je les ai vus 2 fois, pardon, contre Francfort et contre Vitkovice à la Vallée Joux. Donc ça remonte quand même il y a quasiment un mois. Mais ils étaient très proches au niveau du jeu. Ils bougeaient vraiment comme une unité, les trois ensemble. Et ça fonctionnait bien. Alors, Odette, il faut qu'il retrouve sa confiance. Il a loupé quelques grosses occasions. Mais je pense qu'il est dans un environnement qui va plus lui convenir que du côté de Lausanne, où il y avait beaucoup de pression aussi. Et les résultats qui allaient pas bien lui ont été un petit peu attribués. Puis surtout, on se souvient qu'il a toujours bougé de ligne l'année passée à Lausanne. C'est pas un reproche contre Fous ou contre Ward, mais ils ont essayé de trouver, mais ils cherchaient tout le temps et ils n'ont pas réussi à trouver. Et à un moment, se dire, bon, ok, là, on fixe la situation, puis on regarde ce que ça donne sur 2 matchs, sur 3 matchs. Plutôt, il a beaucoup bougé, ce qui fait qu'il n'a pas forcément été dans les meilleures conditions pour montrer ce qu'il vaut. Ce sera sa deuxième année en Suisse maintenant aussi. Il connaît le championnat, il connaît les patinoires. Comme tu disais, avec les autres, il faut s'adapter. Bah, lui, il a eu son temps d'adaptation. Exact. Mais lui, c'est un bon choix pour lui d'aller à jouer dans un milieu francophone, dans une équipe de haut classement où il est sûr d'avoir beaucoup de temps de glace, etc. C'est un pari risqué, mais c'est un pari qu'il devait faire, le gars, parce qu'il s'est dit, est-ce que je reste à Lausanne puis que je risque de ne pas jouer, etc. Ou je m'en vais, dernière année de contrat, je vais montrer ce que je vaux à Port-Entruy. Peut-être qu'on me ressigne à Port-Entruy, ou peut-être que je trouve un job ailleurs dans une équipe. Je fais wow à certaines équipes, puis je me retrouve un contrat ailleurs. Donc pour lui, c'est un pari intéressant. Et comme tu dis, je pense qu'il va se retrouver, il aura probablement un rôle très clair dans cette équipe, ce qui n'était pas le cas à Lausanne. C'est très intéressant, Pascal, quand tu parles de la pression, parce que finalement, à Port-Entruy, tout le monde s'attend à ce qu'Ajoie soit dans les 2 derniers du classement. Donc si Odette, il arrive à faire que Ajoie ne soit pas 13 ou 14e, mais 12 ou 11, mais finalement, ça deviendra la star du Jura. Donc il a tout à gagner finalement. Parce que soit Ajoie fait la saison comme les 2 dernières, en étant à la dernière place, et puis c'est normal, entre guillemets, soit tu arrives à faire mieux. Donc finalement, tu n'as pas beaucoup de pression, si ce n'est de te sauver. Justement, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce qu'on a eu une question de Nicolas qui l'a posée assez tôt, donc j'ai vite noté. C'était plutôt par rapport à Christian Vovlan, mais est-ce que le nouvel entraîneur va pouvoir permettre... Alors, il vise très haut, hein, les play-in. Donc, on rappelle, c'est la 10e place, entre la 7e et la 10e place. Ça fait très haut. Tu es obligé de te fixer un objectif comme mais ça. Obligé. Tu peux pas dire à tes gars, on vise la 14e place et puis on vise le barrage contre le premier de Swiss League. On vise que la saison soit terminée le 3 mars et puis non, tu peux pas dire ça non. Non, on est d'accord, mais est-ce que c'est quelque chose de réalisable pour Ajoie? Si, c'est pas. Moi, je pense que ça va être compliqué sur la longueur du championnat, comme toujours. Mais c'est pas. Est-ce qu'Ambry, cette année, tout le monde émet beaucoup de doutes sur Ambry, surtout qu'il y a des blessés, profondeur, etc. Ambry, c'est peut-être une équipe qui n'a pas pris du mieux durant l'intersaison. Donc, si Ambry baisse un peu, Cloton, ça ne tient que sur les étrangers, à mon avis. Puis, il y en a Olamaki, là. Oyamaki. Bon, lui, je l'ai vu, les garçons, c'est un sniper, il shoot le puck. Lui, il va être très bon du côté de Cloton. Il retrouve Tyler Morley avec qui il a joué à l'Inchoping. Morley, pas mal aussi. Donc, les étrangers de Cloton vont être percutants. Mais à côté de ça, ça descend très vite. Donc, on ne sait pas. Hein, gardien qui se blesse, il peut arriver n'importe quoi. C'est pas utopique de penser qu'ils seraient des contenders, qu'ils seraient des prétendants à la 10e place, même si c'est un pari très risqué. Ça peut arriver. Tout à coup, la mayonnaise prend avec Volvan. Tout le monde connaît sa meilleure saison, la confiance. Les joueurs ont un petit peu plus d'expérience aussi. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Hein. C'est plus tout le mal qu'on leur souhaite. C'est les play-ins, c'est la 10e place, 9-10e place. Ça serait une saison très intéressante. Les gens seraient très Moi, je pense qu'Ajoie,
Vas-y, pense Jérôme. qu'Ajoie, il faut qu'ils prennent très au sérieux les matchs à confrontation directe, c'est-à-dire les 4 matchs contre Langnau. C'est là où il faudrait faire plus de points que Langnau. Il faut prendre les 4 matchs contre Ambry aussi très au sérieux. Peut-être même les 4 matchs contre Cloton, comme tu dis, Steph, parce que c'est vrai qu'à part les étrangers, il n'y a pas énorme. Puis ensuite, les matchs à la maison. On l'a vu l'année passée. Tout à coup, t'accroches Lausanne à la maison, t'accroches Zurich à la maison, t'accroches tout à coup Zoug ou tu sais pas, une autre équipe, et puis tu vas gratter des points. Mais il faut vraiment qu'Ajoie se concentre sur les matchs contre Langnau, Ambry et Cloton, et puis les matchs à la maison. Si tu réussis ces 3 adversaires, tu termines devant eux. Théoriquement, tu termines devant eux. C'est ça, les confrontations. À moins que tu te rates vraiment à côté, parce que par exemple, si tu prends 12 points d'avance sur Langnau sur les 4 matchs de confrontation directe, ça serait vraiment dommage. Puis nous, on dit que c'est des matchs à 6 points, donc 12 x 2, ça fait 24, on est bon, quoi. On est bon, quoi, on est bon. Ben. Non, mais à part ça, bon. pour revenir sur Volvent, après le premier match que j'ai vu, j'ai discuté avec 2-3 joueurs d'Ajoie et ce qui ressortait, c'était il est arrivé, il nous a présenté un plan, il nous a expliqué ce qu'il voulait faire. Voilà, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de voir que finalement, par rapport à l'année passée, c'est ce qui est ressorti, c'est que Péchan, il est arrivé, il s'est présenté. Puis il a montré son système, et puis après il parlait plus aux joueurs, quasiment. Donc, ça prendre un gars de l'extérieur arriver, pas de préavis, etc. C'est ça. Je pense que Volven, honnêtement, bon, il faut dire qu'à jouer, on a de la peine à trouver un entraîneur. Ce que je sais, je ne veux pas nommer de nom, mais on m'a dit qu'il avait essuyé beaucoup de refus, parce que beaucoup d'entraîneurs avec un CV intéressant ont été approchés, mais ces entraîneurs-là disaient, moi je viens, mais je veux 3 ans de contrat garanti, parce que si vous me mettez dehors après 6 mois, je veux avoir une sécurité. Si je mets les pieds chez vous, si vous me donnez 2-3 ans pour mettre ma patte là-dessus, je veux des garanties, et Ajoie n'était pas d'accord de donner ces garanties. Je vous dis ce que mes oreilles ont entendu ici et là. Et Volven a été un des seuls à accepter un contrat d'1 année. Voilà, mais après, c'est un pari aussi. Pour lui aussi, il n'a plus de job, le garçon. Il veut se relancer. Lui, il parie sur lui. Le club parie sur lui. Ouais. Maintenant, il faut que le message passe. Comme tu l'as dit, Jérôme, c'est un entraîneur qui peut être clivant, mais quand il réussit à fédérer son vestiaire, on a vu avec Davos, ça fonctionne bien. Et ça c'est clair. Ouais. Et c'est peut-être là où Ajoie va pouvoir trouver la solution. Il y a un côté motivateur aussi, un côté Absolument. Un côté spectaculaire que les gens vont peut-être apprécier du côté de Port-Entruy, pourquoi pas. Ouais, puis la différence avec Péchan, c'est qu'il connaît déjà les adversaires. Exact. Et puis il débarque dans un championnat qu'il connaît. Et il savait où il débarquait aussi. Il connaît les. Tu sais où tu débarques, puis tu connais les adversaires. Donc dès le premier match de la saison, il sait où il met les pieds. Tu sais exactement contre qui tu vas jouer, qui sont tes adversaires, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Ouais. Absolument. On avait une autre question pour Ajoie, et avec un joli clin d'œil de Chuck par rapport à ça, puisque c'est lui qui a mis, puisqu'il nous parle d'Adam Rundquist, le troisième défenseur qui arrive à Ajoie. Est-ce que c'est un bon rapport venant de Turgovie? Et il dit, forcément, c'est un bon joueur, puisqu'il a joué à Uni-Neuchâtel comme Stéphane. Il a été formé là, c'est sûr que c'est un grand club. Mais moi, j'ai beaucoup de peine à me dire qu'un gars qui a eu une carrière en Swiss League essentiellement, arrive en National League et soit un renfort. Qu'on le mette dans la balance comme un joueur qui va apporter vraiment quelque chose. J'ai rien contre la Swiss League, mais l'écart est tellement grand entre les deux ligues que il y a des joueurs qui dominent la Swiss League qu'on ne rend même pas en National League ou qui arrivent. Puis voilà. Donc, oui, il va apporter quelque chose dans la profondeur, mais quand on le présente comme un gros renfort, c'est comme présenter Fischer comme un gros renfort en défense. OK, il va étoffer le truc, mais on va se calmer un peu sur le gros renfort. Là. C'est la notion de gros renfort. Si on est rendu là avec des gros renforts, les gars, je le déteste pas comme joueur, mais je me dis, il a fait quoi pour avoir le titre de gros renfort? Faut voir aussi où est-ce qu'il débarque. Oui, je suis d'accord, mais voilà. Il va apporter. Oui, c'est une bonne pioche, mais... Est-ce que Yannick Fischer est meilleur que Jordan Howard? Oui. Jordan Howard, au sommet de sa carrière, je ne sais pas, mais c'est le même genre de... Howard est meilleur avec la rondelle. Mais Howard, on s'entend qu'il est en bout de course, Jordan. Il vieillissait, etc. Et Fischer a encore quelques bonnes années à donner, je pense. C'est un joueur qui va être plus physique que Jordan Howard à ce niveau-là, parce que c'est vraiment Fischer est très solide, mais moins bon avec la rondelle. Ça va être un Valentin Pilet. Fischer, c'est Valentin Pilet 10 ans plus vieux. Et puis il y avait une autre question. Jérôme, je vais me tourner vers toi par rapport à
Joel Scheidegger, est-ce qu'il pourrait être une belle surprise s'il continue surtout d'être aligné avec TJ Brennan, comme ça a été le cas dans les matchs de préparation? J'ai plus confiance à Scheidegger pour être laisse un Jérôme fort répondre. Non, mais je suis comme toi, Steph. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'ils l'ont mis à côté de Brennan dans les matchs amicaux pour qu'il prenne de la confiance, pour qu'il apprenne à... Je ne veux pas dire qu'il apprenne à jouer, parce que si tu arrives à ce niveau, c'est que tu sais jouer. Mais je pense que Brennan lui apporte beaucoup. Je pense qu'il lui parle beaucoup dans le placement, dans la première passe. Comme tu l'as dit, Steph, avant, hein, Brennan, il a vraiment une super première passe. Donc je pense que Scheidegger, voilà, t'apprends à ses côtés. Est-ce que dès le début du championnat, ils vont jouer ensemble? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que Scheidegger a un bel avenir devant lui. Maintenant, à lui de profiter finalement de jouer au HCA, de se montrer. Et puis pourquoi pas d'être pris dès l'année prochaine, dans les années futures, par un autre club de National League. Alors ne vous inquiétez pas, c'est normal. Jérôme ne l'a pas entendu, mais ça veut dire qu'on a fait 55 minutes d'émission. Donc on va gentiment mettre un terme à cette émission. Pour revenir sur Scheidegger, il va être dans un rôle beaucoup plus à son avantage qu'à Fribourg, où il était 7e défenseur, avec des tâches très défensives. Donc c'était un peu plus compliqué pour lui et il n'a pas eu le temps de se montrer. Là, sur les matchs que j'ai vus, il jouait avec Brennan, il se portait beaucoup en attaque, mais il pouvait le faire parce que Brennan, il est responsable aussi. Et quand il voit Scheidegger s'avancer, il se dit non, ok, le jaune il y va, moi je coupe. Il a peut-être plus de liberté. Il aura peut-être plus de liberté à Port-Rang que ce qu'il en avait à Fribourg. Ouais. Je pense, et c'est peut-être là où ça va être la différence. On va prendre une toute dernière question, celle de Nicolas qui vient de la poser. Jonathan Eng, finalement, il plante 50 points, mais on disait un peu pareil avec lui par rapport à Rundqvist. C'est un étranger, attendez. On parle Eng, c'est un gars qui a été très bon au Canada dans les ligues juniors, qui a mis des chiffres sur le tableau, qui a été drafté par les Florida Panthers sauf erreur, qui a joué là, on ne va pas comparer Eng avec Rundqvist, là. On va se calmer un peu. C'est pas du tout ce qui est comparable. Eng, il est arrivé ici très jeune. On doutait de ses capacités à être étranger à 23 ans, parce qu'on sait que les étrangers, c'est souvent 25 et 30 au début de la trentaine, quand ils ont joué tous leurs cartouches en Amérique. Donc, Eng est arrivé avec un bagage complètement différent. Et en Swiss League, il a dominé et il a pu passer comme étranger. Et le fait qu'il a signé à Cloton dans une équipe de bas de tableau et plus de responsabilités. Mais là, on ne va pas comparer un joueur de Swiss League de carrière, un joueur qui a été drafté à NHL, qui a flirté avec la NHL, qui a dominé dans les rangs juniors canadiens. On va se garder une petite gêne quand même. Absolument, Stéphane, et ce sera le mot de la fin. Merci à tous pour vos questions dans le chat. On vous rappelle que si vous nous suivez sur MySports 1 ce soir, dans quelques instants, vous pourrez revoir les meilleurs moments de la 4e journée de Champions Hockey League, les matchs de samedi et de dimanche, dans un magazine proposé par la compétition européenne. On vous rappelle également le début de la National League ce mercredi du côté de Fribourg, Fribourg-Lausanne. On va te retrouver avec Régis Cerf, Stéphane, pour le commentaire de cette rencontre. Vendredi, on se retrouve également en studio. Attention, c'est à 19h le début du studio. Comme ça, on va pouvoir vraiment vous parler des forces en présence de la National League version 2023-2024. Retour à l'horaire habituel, 19h25 samedi pour le 2e studio de la saison. Et puis les premiers matchs dimanche à 20h également. Prochain overtime, ce sera lundi prochain à midi. Même chose sur Facebook pour ceux qui veulent nous suivre en direct. Merci à tous pour vos questions dans le chat. On essaie d'en prendre un maximum. Vous avez été très nombreux. Vous remercie. C'est toujours très intéressant aussi de voir vos avis défiler. Et puis, si vous voulez revoir cette émission, c'est en quelques instants sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube en vidéo, SoundCloud, Apple Podcast et Spotify pour la version audio. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser d'autres commentaires, un petit pouce vers le haut. Et puis, si vous nous regardez sur MySports 1, c'est à midi sur Facebook. Si vous pouvez nous rejoindre pour pouvoir poser vos questions. On vous souhaite à tous une excellente semaine. Merci Jérôme, merci Stéphane, merci à tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi, MySports, c'est le hockey.